Le très grand public le connaît davantage pour ses projets qui font rire, mais il y a bien plus que cela dans son univers et dans les projets qu'il nous confie. Et ce même très grand public qui croit que l'animation ce sont des dessins animés pour enfants va être doublement surpris en l'écoutant, en le rencontrant et en le regardant. Eh bien, nous avons avec nous le réalisateur du film d'ouverture de ce Festival international du film d'animation d'Annecy, la plus précieuse des marchandises. Bonsoir, Michel Hazanavicius. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Nous étions à l'instant avec Alexandre Desplat, Ouais. qui a composé la musique de votre film et qui nous a confié une question pour vous. Est-ce que vous souhaitez commencer par celle-là? C'est vous qui décidez. Eh bien, pour la transition, nous allons le faire. Alexandre nous a demandé de vous demander si, à l'écoute de la musique, vous aviez été sincèrement, intimement, profondément ému. Oui. Oui, ça s'est fait par petits bouts, parce que la musique... je vais repartir un petit peu en arrière, mais comme le film n'est pas très causant, il n'y a pas énormément de dialogue, j'ai travaillé avec de la musique qui n'était pas la musique d'Alexandre, et donc je me suis habitué à des morceaux qui étaient des morceaux très connus. Il y avait du Malheur, il y avait du Barber, il y avait de la musique de Ratatouille, d'autres films, de Bernard Herrmann, etc. Et puis quand on a commencé à travailler, on a balayé tout ça, on a recommencé. Et en fait, Alexandre, il vous sort des thèmes comme ça qui sont hyper beaux, tout de suite, qui marquent tout de suite. Vous partez d'une séance de travail, vous sifflotez l'air directement, mal, mais quand même. Et en fait, donc j'étais comme ça ému à chaque fois, et plus profondément par le fait que j'ai complètement oublié la musique avec laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans. Et j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un très très beau score. Vous étiez là il y a 2 ans pour présenter en Work in Progress les premières minutes, les 20 premières minutes, je crois, du projet. Vous avez sûrement des souvenirs de ce premier passage à Annecy. Ouais. Quelle couleur ont ces souvenirs aujourd'hui ? Je pense pas que c'était les 20 premières minutes, puisqu'on a travaillé un peu de manière un peu éclatée comme ça, mais oui, en tous les cas, j'ai montré des images. J'ai dû montrer les 40 secondes de test qui étaient déjà obsolètes, mais qui étaient un peu... Il y avait de la couleur, pardon. Et puis des plans comme ça, du storyboard, de l'animatique. Enfin, j'ai montré ce que j'avais. Des éléments, ouais, des éléments. Ce que j'ai ramené d'Annecy, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment d'un festival avec une vraie communauté, avec des gens qui aiment l'animation. Et quand je dis qu'ils aiment l'animation, dans le cinéma hors animation, tout le monde aime le cinéma, mais souvent les gens l'aiment d'une manière qui fait qu'ils détestent ce qui n'est pas le cinéma que eux aiment. Donc il y a un truc qui est un peu... Là, j'ai l'impression que les gens aiment l'animation, ils sont ouverts. Il y a une espèce de... J'ai ressenti une sorte de bienveillance comme ça pour les films, les univers différents, les gens qui viennent de ci, de là, et qui se réunissent autour de cette idée de l'animation. Et j'ai trouvé ça très cool, quoi. Il y avait un truc très bon enfant, très bienveillant, qui m'a beaucoup plu, moins excluant. Je pense que les gens savent aussi que quand on se lance dans une affaire comme ça dure 4, 5, voire plus. Enfin, c'est un travail de longue haleine. C'est un peu un travail de fourmi. Et donc, je pense qu'on respecte peut-être un peu plus les gens qui se lancent dans ce genre d'entreprise. Quand vous semblez comparé à d'autres festivals, ça m'emmène sur la question d'après. Vous êtes ce soir le premier film de toute la diffusion, toute la programmation de cette grande semaine. Vous étiez le dernier film, à Cannes en l'occurrence. Est-ce qu'il y a une place que vous préférez dans la programmation ? Non. Et un festival que vous préférez entre ces deux-là ? Non, c'est très très différent. Non, mais le Festival de Cannes, je vais pas vous dire n'importe quoi. Le Festival de Cannes, c'est peut-être le plus grand festival de cinéma au monde. Enfin, un des plus grands. Mais donc c'était très d'y aller avec un film d'animation, alors que c'est pas la place naturelle des films d'animation. Il y avait un côté un peu on rentre par la fenêtre, quoi, qui était assez sympa, voilà.
Là, je trouve que c'est pareil. Moi, j'avais au départ, je sais pas que j'avais peur, mais j'avais une petite appréhension de me dire, est-ce que les gens de l'animation, justement, ils vont pas penser que je viens d'un autre truc, que je suis pas vraiment un gars du sérail et tout ça, comment tout ça va être pris? Et en fait, non, il n'y a pas ça, en fait. L'animation faisait partie du projet dès le départ, quand on vous l'a confié. Est-ce que comment est-ce que ça a fait partie des choses qui vous ont convaincu de donner vie, donner anima à cette plus précieuse des marchandises? Bon, vu le sujet, il y a des séquences dans des trains de déportés, il y a des séquences dans des camps d'extermination. Bon, c'est pas non plus extrêmement explicite, mais quand même, il y a cette incursion-là. L'animation, quoi qu'il arrive, était le seul moyen d'essayer d'approcher ce thème-là. Le seul moyen de suggérer des choses sans avoir justement à être explicite, mais sans avoir à édulcorer non plus ce qui s'est passé. Donc le dessin est une possibilité, je dirais, de trouver sa voie pour raconter ce qui a longtemps été considéré comme irracontable, indicible, innommable. Et donc le dessin, je pense, offre des possibilités. Donc voilà, c'est pas parce que ça offre ces possibilités que c'est la réponse à tout et que c'est simple derrière. Mais au moins, il y a déjà des choses qui sont... il y a déjà un certain nombre d'écueils que le dessin vous permet d'éviter. Et puis après, moi, il se trouve que je dessine depuis que j'ai 10 ans, donc comment dire, j'ai un rapport très intime, en fait, au dessin, très... Enfin, c'était une pratique très, très personnelle, quoi. Et j'ai jamais éprouvé le besoin de montrer mes dessins, de les exposer ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Et j'ai même jamais eu le besoin de finir un dessin, de l'encadrer, etc. Et donc voilà, donc quand on m'a proposé ça, et ben j'étais à la fois attiré par le fait d'utiliser ma pratique du dessin pour faire un film, et en même temps un peu terrifié justement à l'idée de faire cette espèce de coming out, voilà, d'aller voir des gens dont la pratique du dessin est professionnelle et de leur dire voilà, on va faire ci, on va faire ça, de dessiner et tout ça. Et donc voilà, mais comme tous les trucs, quand ça vous attire et que ça vous fait peur, bon, bah faut y aller en fait. C'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est que c'est cool, c'est qu'il faut y aller. Vos tout premiers dessins, vous vous en souvenez? Qu'est-ce que vous dessiniez Mon tout premier dessin? Non, pas le tout premier, mais... Non, mais je me souviens du tout premier. Enfin, super. Ouais. En fait, je dessinais hyper mal, très 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 mal. Et quand je suis arrivé en CM2, bon, c'est une petite anecdote, voilà, très sympa, je vous la raconte. Je suis arrivé en CM2 et au cours d'année, la prof, qui s'appelait Madame Andrivet, a dit on va faire une fresque sur le Moyen-Âge. Donc, pendant le week-end, vous réfléchissez à un thème et chacun fera un dessin sur le thème du Moyen-Âge. Voilà. Donc moi, ne sachant pas dessiner, je me prends la tête tout le week-end sur ce truc et tout. Arrive le lundi, elle demande alors un machin, je vais faire un chevalier... l'autre une princesse, un château fort, un truc, un machin, un cheval et tout. Et elle arrive à moi, elle fait « Toi, je te demande pas, tu dessines trop mal. » Et elle passe à la suite. Alors que vous aviez passé le week-end dessus? Pas à dessiner, à juste choisir un thème qui devait être, je sais pas, un chevalier, j'en sais rien. Et donc, humiliation totale, parce qu'il y a que à moi qu'elle a fait ça. Et donc, ça m'a, comment dire, anéanti. Donc, ils ont fait leur fresque. Sans vous? Sans moi. La honte totale, et donc je me suis mis en tête que je ne pourrais pas rentrer en collège si je ne savais pas dessiner, donc il fallait absolument que j'apprenne à dessiner pendant l'été. Et donc j'ai recopié une pochette de disques qui étaient des mariachis pour le coup, et c'est un dessin qui m'a pris 2 mois en fait, et pendant 2 mois j'ai fait ce dessin de mariachi, et à la fin il était bien, il était pas mal. Et depuis j'ai jamais arrêté. Donc il y a des mariachis dans la fresque médiévale? Non. Non, les mariachis sont arrivés en fin août. Donc Madame Andrivet, c'était loin derrière. On va revenir sur une phrase de Jean-Claude Grumberg qui vous a dit, il me semble, je vous cite, mais même dans cette horreur, il peut y avoir de belles choses.
Et on entend dans cette phrase, alors moi elle m'a fait penser à La vie est belle de Benigni, mais aussi au fait que votre rôle en tant que réalisateur, et justement dans des projets comme celui-là, c'est d'aller réveiller les belles choses où qu'elles soient. C'est pas tout à fait ça, en fait. Je pense pas qu'on soit dans la famille de La vie est belle, etc. Je pense que l'idée, effectivement, moi, ce qu'il m'a dit, c'était... parce qu'en fait, quand on m'a proposé le truc, on m'a parlé de devoir de mémoire. Et moi, je suis pas trop dans le truc de devoir de mémoire, tout ça. Je me sens ni spécialement légitime, ni missionné pour faire ce genre de truc. Mais donc j'en ai parlé avec lui, et puis il m'a dit non, mais tu sais, moi, je voulais juste montrer, juste que même dans cette horreur absolue, il peut y avoir des gens qui se comportent bien, il peut y avoir des belles choses. Et donc, là où ça a résonné pour moi, et là où ça a donné une direction de travail, c'est que c'était pas pour entretenir un devoir de mémoire et redire voilà ce qui s'est passé, c'était affreux et tout ça, ce que beaucoup de gens savent. C'était plus de se dire qu'en fait, nous, les êtres humains, on a le choix de bien se comporter, même dans des situations ultra violentes, ultra dures. Il y a des gens qui se comportent bien et le film leur rend hommage. Et donc c'est ça les belles choses, c'est de dire que on a le choix en fait, on a le choix, même quand tout s'écroule, on a le choix. Donc je trouvais que c'était beau. Et par ailleurs, sur cette histoire de devoir de mémoire, il y a soit des gens qui savent, soit des gens que ça n'intéresse plus en fait. Et les gens que ça n'intéresse plus, j'aimais beaucoup la manière dont Jean-Claude Grimbert a raconté cette histoire-là, parce que je la trouve très neuve, quoi, très fraîche, dans le sens, il raconte ça comme un conte. C'est quasi un conte classique. Et en fait, il accepte complètement l'idée de la fiction totale. Et de la fiction, il fait rentrer la réalité dans ce conte-là. Et par rapport aux gens que cette histoire n'intéresse plus, c'est une nouvelle manière de raconter. Et je trouve que on peut pas se lamenter de se dire ah là là, les jeunes ils s'intéressent plus à cette histoire-là, ils savent plus ce qui s'est passé, etc. Sans se poser la question de comment on leur raconte l'histoire. Donc je trouvais que cette manière fraîche, je dirais, c'est peut-être pas le bon mot, parce que c'est peut-être pas le mot le mieux adapté à cette histoire-là, mais en tous les cas différente. De raconter cette histoire-là, je trouvais que ça m'intéressait, parce que je trouvais qu'il y avait c'était vraiment c'est une problématique d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de maintenant 80 ans, certes, mais cette histoire, elle a eu un caractère sacré pendant très 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 longtemps. Elle a eu une force émotionnelle énorme. Elle est en train de la perdre. Les derniers survivants sont en train de disparaître. Elle est plus sacrée, et donc la question de la représentation, de comment on raconte cette histoire-là, je la trouve très vivace, elle est très, je la trouve très actuelle. Ça doit être encore plus bousculant de prendre ce rôle-là, quand en plus vous en dessinez les personnages. C'est-à-dire que c'est votre cœur, votre âme, vos tripes qui ont créé ces visages. Comment est-ce qu'on aborde une œuvre qui en plus est en compétition, va être vue, jugée, quand il y a ce niveau d'intimité-là? C'était plutôt une chance, je dirais que c'était plutôt une simplification. C'est beaucoup plus compliqué de faire exécuter par des gens des choses que vous fantasmez, etc. Donc heureusement que j'avais un accès au dessin et que je pouvais... Pendant le début de la production, j'étais un peu timide sur le fait de redessiner ce que d'autres dessinaient, etc. Donc, on était dans ce truc... alors, au départ, moi, j'avais dessiné des personnages, mais j'avais pas fait des personnages animables. Donc, il a fallu qu'il les redessine, que je les redessine, qu'il les redessine, etc., etc. Et après, j'ai redessiné plus fréquemment, en fait. Mais l'accès au dessin était plutôt une chance, en fait. C'est-à-dire... ça doit être très compliqué comment dire, si vous n'êtes pas satisfait de passer par les mots pour changer un dessin, c'est très compliqué. Les mots, c'est assez limité, je trouve, surtout sur ce genre de choses, pour la musique ou pour le dessin. Là, par exemple, il y a des gens qui me disent que le trait est réaliste. Bon, moi, je le trouve pas du tout réaliste, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est des êtres humains
ont une anatomie à peu près cohérente et qui sont dans des perspectives cohérentes. Donc peut-être que ça suffit à être réaliste, mais en vrai, c'est pas totalement réaliste non plus. C'est compliqué. On a 4 mots avec lesquels on se bat. C'est cartoon, c'est machin, c'est truc, c'est caricature, c'est réaliste. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, nuancées. Et c'est vrai que pour trouver la bonne nuance, quand vous avez accès à l'exécution, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça vous a donné envie d'aller vers d'autres projets d'animation ? Alors, oui, mais c'est tellement long et c'est tellement qu'il faudrait que je trouve un mode opératoire un peu différent. Non, mais ça a ouvert dans mon imaginaire des possibilités de films d'animation que je trouve hyper intéressantes. Des choses que vous ne pouvez pas faire en film live, quoi. Mais c'est tellement long, c'est tellement épuisant, c'est tellement... comment dire, vous êtes quand même... Enfin, vous avez l'impression pendant 3 ans de bouger dans du ciment en train de prendre, quoi. Tout est hyper lent, quoi. Tout est hyper lent. Et donc pour l'instant, c'est un peu de l'ordre du... C'est un peu gazeux, c'est un peu du fantasme, c'est un peu... Putain, ce serait hyper bien de faire ça, ce serait marrant à faire, etc. Mais bon, peut-être, je sais pas, soit en coréen, soit en production, je sais pas. Mais ouais, j'aimerais bien ne pas abandonner ce truc, ouais. Pardon, ça m'a fait bloquer que vous disiez abandonner. J'espère que vous n'allez pas nous abandonner à Annecy, vous allez revenir. Bah, moi, vous savez, quand on m'invite et quand on me demande gentiment, je viens. Hein. Bon, bah, vous êtes invité tout le temps, Michel. Hein. Ok. Même si vous avez l'impression d'être dans une grande mare de ciment et que... Non, je parle de la fabrication, je parle quand vous faites des 7 heures de Zoom par jour, plus 3 heures de dessin en rentrant, c'est lourd. Ouais. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'était ma vanne. J'étais tout le temps en Zoom parce que j'avais des gens un peu partout et tout ça. Donc c'était tant qu'il y aura des Zooms, c'était mon credo. Ouais. Et alors, vous dessinez moins, personnellement, depuis ce projet, ou vous dessinez un peu plus ? Comment vos carnets j'ai beaucoup progressé, donc ça c'est cool. Je suis vraiment content. J'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Alors mon premier réflexe a été de tout ranger, de tout voilà. Et puis là je reprends là, je redessine un peu, je suis content. Ouais. Mais en fait en vrai. Je dessine pas pour avoir des beaux dessins, je dessine... en fait, c'est comme de la méditation, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, je peux dessiner... je fais surtout des êtres humains, quoi. Et, je peux dessiner 2 heures. Le truc va mourir dans un carnet et puis il va finir dans une étagère. On s'en fout complètement. C'est pas le problème du truc qui va être fini. C'est le faire, quoi, qui est intéressant. Et qui m'éclate, quoi. Ouais. Je vous dis, j'assimile plutôt ça de la méditation. Ouais. Vous êtes hyper centré, vous êtes hyper concentré, vous êtes avec vous-même, mais bien. Enfin voilà, c'est bien. Alors, vous dessinez ou pas, non ? Non, j'écris, donc je dessine avec les mots, de la poésie, mais le dessin, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. J'ai pas assez essayé, peut-être. Il y a une autre part du métier de réalisateur d'animation que vous aviez déjà énormément connu avec Dominique Mézeret, qui était le choix des voix, si j'ose dire. Ouais. Comment ça s'est passé là pour la plus précieuse des marchandises, sachant qu'on n'est pas dans du doublage, on est dans quelque chose d'un peu plus complexe? En fait, c'est l'exact inverse des films de détournement auxquels vous faites référence, c'est-à-dire que dans les films de détournement, on prend des images existantes et on fait du doublage. Bon, alors, en l'occurrence, on faisait n'importe quoi, on changeait tout et tout ça, mais là, on part de rien, et c'est la voix qui donne un peu une impulsion, un rythme, un truc à l'animation, donc à la création du personnage, sachant que le film n'est pas hyper bavard, donc on n'est pas comme dans, je sais pas, Madagascar ou des films qui vont ça à fond la caisse, et quasiment, une fois qu'on a monté le son, quasiment le rythme du film, il est presque induit, quoi, là-dedans. Là, c'est des bûcherons en Pologne, franchement, c'est pas des verbeux, quoi. C'est des taiseux.
Et du coup, oui, j'ai enregistré d'abord les voix, sachant que j'ai le premier... Il y a un narrateur qui intervient comme ça 3 fois dans le film. Au début, à la fin, il y a un petit truc un peu au milieu. Et je voulais Jean-Louis Trintignant. Donc c'est le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré la voix de Jean-Louis Trintignant. Alors, si je ne m'abuse, Jean-Louis Trintignant est aveugle. Il était aveugle. Il est décédé il y a 2 ans maintenant. Et comment est-ce que on arrive à lui transmettre des images? Eh bien, il y avait pas d'image à ce moment-là. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait. Donc bon, alors pour le coup, ça servait un peu à rien de lui montrer quoi que ce soit, enfin, de lui raconter, mais sa femme, Marianne, lui a lu le livre. Il connaissait le travail de Jean-Claude Grimbert, parce que Jean-Claude Grimbert, c'est un très grand auteur de théâtre, qui a écrit des livres, et il est surtout, connu et respecté pour son travail d'auteur de pièces. Et donc Jean-Louis Trintignant connaissait son travail, il l'aimait beaucoup, et donc sa femme Marianne lui a lu. Il m'a demandé de lui enregistrer la voix du narrateur, donc je lui ai enregistré, et puis sa femme Marianne l'a fait répéter, comme ça il a appris à l'oreille. Voilà. C'était très émouvant de voir cet homme âgé, il avait un peu plus de 90 ans, qui était certes affaibli, mais qui est quand même une légende du cinéma, enfin des années 50 jusqu'aux années, je sais pas, 2010, quoi. C'était un des très 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 grands acteurs, et c'est pour moi la plus belle voix du cinéma français. Et c'était vraiment très émouvant de voir que c'est le dernier travail qu'il a fait. Il y tenait énormément, il adorait le projet, et donc ouais, c'était très beau. Hein. Très bien, merci. Merci à vous. Toutes ces, je vais pas dire confessions, mais tout ce partage, cette sincérité. Et dernière sincérité que j'aimerais vous demander, quand vous assistez à la diffusion de votre film sur une cérémonie comme celle-là, vous regardez plus l'écran que vous connaissez ou le public qui ne connaît rien? Non, je regarde l'écran, mais j'écoute beaucoup le public, mais... normalement, je fais des projections tests, mais je fais des projections tests parce que j'ai la possibilité de changer le montage, parce que j'ai des rushs, etc. Dans un film d'animation, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de rush, il y a pas de, enfin, je pourrais toujours couper un petit peu et tout ça, mais j'ai pas fait de projection test. J'ai fini le film et je l'ai montré. Ce qui change énormément, c'est que quand vous travaillez votre film, vous êtes face à votre film, il y a plein d'autres gens, mais vous, le réalisateur qui, in fine, prenez quand même toutes les décisions, vous êtes face à votre film, vous le boxez face à face. Et puis tout d'un coup, vous êtes dans une salle et en fait, il boxe plus avec vous, il est avec le public. Donc là, tout d'un coup, vous êtes spectateur d'autres choses qui est en train de se jouer. Donc, vous entendez la salle, donc forcément, oui, je vais regarder la salle, je sais à peu près ce qui se passe. C'est moins, c'est moins payant que dans une comédie. C'est-à-dire que quand je faisais des projections d'OSS, après les premières, je savais exactement là où il allait y avoir un éclat de rire. Donc là, je me régalais un peu de voir ça. Là, c'est une émotion qui est plus sourde, qui est un peu différente. On voit moins les gens se retenir de pleurer que éclater de rire, évidemment. Mais c'est autre chose, c'est un autre plaisir je vous dis, de regarder, d'être... C'est un peu comme, je sais pas si vous jouez aux échecs, mais quand vous regardez 2 personnes jouer aux échecs, vous voyez beaucoup plus les coups que quand vous êtes pris dans tous vos calculs et voilà. Donc voilà, on est un peu plus en détente, je dirais. Très bien. Merci. Eh bien, merci infiniment, à vous. Michel. Eh bien, merci. Bon festival. On vous souhaite une très bonne projection, puis un bon festival, un bon passage. Ouais, merci. Annecy. Et puis on espère vous revoir très bientôt avec des projets d'animation. J'espère bien. Nous espérons. Au revoir. Au revoir, Michel.